Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier. Il marche le micro? Je voudrais remercier pour l'invitation. C'est toujours intéressant pour nous, en fait, de travailler avec les partenaires locaux. Et je voudrais en profiter pour souligner l'importance, en fait, du CRIJ pour nous aussi, chercheurs, dans l'accès aux données, dans le partage de l'information, aussi dans la participation à des journées de ce type-là. Et c'est d'ailleurs un des axes qu'on va donner au GDR Magis, qui est donc un GDR de 53 laboratoires en France de différentes disciplines qui travaillent sur l'information géographique, en informatique, en géographie, etc. Et qui essaient de justement faire de la recherche. Et pour l'instant, on est plutôt entre chercheurs. Et ça serait intéressant qu'on puisse justement travailler avec des entreprises, avec des collectivités davantage. Donc on est en train d'ouvrir un club des utilisateurs et un club des entreprises. J'en parlerai plus si ça intéresse certains d'entre vous, parce qu'on est aussi une ressource, nous, pour éventuellement travailler avec vous dans différents domaines et essayer de participer à vos dynamiques autour de la qualité des données, par exemple. Donc je vais vous donner un point de vue assez académique peut-être. Vous pouvez me couper à tout moment, c'est-à-dire, vous me faites un petit signe si c'est pas clair, hein. Donc je vais parler de quelques points. On va commencer par un petit exercice, une présentation d'accroche, on va dire. Après, je vous présenterai une application qu'on a fait sur les bureaux de vote. Je pense que c'était l'idéal au niveau du moment pour présenter ce genre de choses. Et comment on a essayé de regarder la qualité de l'information par rapport à cette application. Ensuite, je présenterai un peu dans la littérature ce sur quoi nous on se base chercheurs pour définir la qualité des données à travers des notions d'ignorance, et c'est très lié à l'incertitude, par exemple. Ensuite, je présenterai quelques outils, mais vraiment quelques-uns. Je pense que vous, dans vos pratiques, vous en avez probablement des tas d'autres. Et après, je vous présenterai un problème qui est un problème d'agrégation de données. On verra de quoi il retourne. Et puis, je conclurai. Alors, si par exemple, j'ai envie de tracer, j'ai des courbes de niveau, puis j'ai envie de tracer à partir des points qui sont là, qui sont des points que je considère comme justes, où il n'y a pas d'erreur de localisation, une courbe de niveau intermédiaire, je peux considérer plusieurs critères. Par exemple, je peux essayer de tracer une courbe qui est imprécise, mais exacte, c'est-à-dire qui serait fidèle par rapport aux informations que j'ai, et qui serait incomplète. Alors, elle serait comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, je considère que chaque point étant juste, finalement, j'ai une certaine fidélité par rapport à l'information que j'ai. Par contre, c'est imprécis parce que je n'ai pas pris tous les points. Et je fais aussi une hypothèse entre les points. Je sais qu'il y a une certaine dégradation de la qualité de l'information entre les points, puisqu'il y a une sorte d'interpolation ici linéaire entre des points. Et enfin, la courbe est incomplète, puisque finalement, je n'ai pas réussi à faire ma courbe de niveau sur l'ensemble. L'autre possibilité, ça serait de tracer une courbe précise mais inexacte et aussi incomplète. Dans ce cas-là, je vais essayer de passer par le maximum de points, mais je vais générer une erreur de précision. Et finalement, ça va générer aussi une sorte d'incertitude. Et en plus, c'est incomplet. Donc, vous voyez les deux différences de notions entre la précision et l'exactitude. Et aussi la complétude. Et pour finir, je peux essayer de tracer une courbe qui soit précise, exacte et incomplète. Mais on voit tout de suite les limites de ce genre d'exercice. C'est qu'entre les points, j'ai beau être précis parce que je suis sur une granularité fine. J'ai beau être exact, je suis passé par le point, tous les points. C'est complet parce que tout est relié, mais néanmoins, il y a cette fameuse incertitude entre les points. Donc on voit bien qu'il y a une relation super forte entre la notion d'incertitude, la notion de précision, l'incomplétude. D'ailleurs, ces trois critères sont souvent des critères clés qu'on utilise dans les... Enfin, nous au moins au niveau scientifique, et je pense aussi d'un point de vue opérationnel, pour définir ce que c'est que la qualité des données. Et quand on obtient ces trois informations, par exemple en GPS, si on a un GPS qui donne une information précise, qui en plus a, si on veut tracer le GPS dans le temps, et qu'en plus on a une bonne granularité, et qu'en plus on a à chaque fois le signal, eh ben on a complétude, exactitude et précision. Et un peu, c'est un peu le Graal à la fois de l'utilisateur des données et aussi du chercheur de travailler avec ce genre de données. C'est juste pour illustrer les trois éléments clés déjà, à mon sens, qui sont importants dans ce que nous, au niveau scientifique, on aimerait avoir comme information, quand on peut les avoir, qui serait d'une certaine optimalité, en fait, dans la qualité des données. Je vais vous présenter maintenant ce fameux problème qu'on a travaillé avec des étudiants sur la délimitation automatique des bureaux de vote. C'est un problème qui est intéressant parce qu'en fait, d'un point de vue juridique, les communes, via la préfecture, ont des textes juridiques qui sont écrits en français. Et à partir de ces textes juridiques, ou bien c'est des tableurs où on a les noms des rues qui délimitent les bureaux de vote, c'est du texte. Et à partir de là, il faut faire une cartographie et donc les gens vont voter là où le bureau de vote se trouve. Donc c'est à la fois une partition spatiale. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de trou, puisque toute personne doit voter quelque part. Il ne doit pas y avoir de superposition, une personne doit voter à un seul endroit.
Donc vous imaginez en tant que géomaticien tout de suite le genre de contraintes que vous avez derrière ça. Complétude à nouveau, qualité de la précision. Si vous déplacez une limite d'un bureau de vote, la personne va voter dans le mauvais bureau de vote, elle sera mal référencée, etc. Et donc on nous a demandé de travailler là-dessus, d'essayer de voir comment à partir des textes juridiques qui sont écrits en français, on pouvait construire des limites de bureau de vote optimales. Donc l'objectif, c'était d'automatiser la procédure, d'obtenir une partition fiable et qu'elle soit en adéquation avec le lieu d'habitation du votant et son appartenance effectivement au bureau de vote. Il se trouve qu'au niveau national, il y a une grosse ANR, c'est un projet de recherche qui a été renouvelé 2 fois et qui est chargé de construire une base de données de l'ensemble des bureaux de vote en France. Le souci, entre guillemets, de ce projet, qui est excellent au niveau des retombées sociologiques, par exemple, sur l'analyse des votes, etc., c'est qu'ils ont une difficulté majeure, c'est de traiter les communes qui ont entre 2 et, on va dire, 20 bureaux de vote. Alors, ils traitent très bien les communes où il y a beaucoup de bureaux de vote, par exemple ici à Avignon. Ils traitent évidemment très bien les communes où il y a un seul bureau de vote, puisque c'est la limite communale. Et entre les deux, il y a beaucoup de communes qui sont très importantes dans l'analyse sociologique des votes et sur lesquelles ils n'ont pas l'information parce que c'est difficile, il faut du temps. Et du coup, c'est là-dessus qu'on travaille en priorité pour compléter cette base de données en quelque sorte. Donc on a 2 types de données. On a d'abord des tracés des routes et on a aussi la BD adresse de l'IGN qui nous permet en fait de récupérer des adresses et puis finalement de faire des délimitations des bureaux de vote. Et on a une autre donnée complémentaire qui sont des textes juridiques qui sont écrits comme ça, je ne vous l'invente pas, ça c'est sur Avignon, c'est le bureau de vote numéro 101, place de l'Horloge. Donc il y a écrit « Comprenant des électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par la rue Férus côté pair ». Vous voyez, c'est assez spécial. Hein. Donc il faut qu'on étudie ce texte, il faut qu'on en sorte en fait la substantifique moelle au niveau des adresses et des rues, et à partir de là, il faut qu'on aille regarder sur la base de données des routes et des adresses, comment on peut matcher tout ça pour qu'on puisse avoir une délimitation de bureaux de vote qui serait, entre guillemets, parfaite. On va voir ce que ça donne, en toute objectivité. Alors on a réfléchi à des algorithmes. L'idée, c'est, déjà, il y a un domaine qui existe dans la recherche des textes, c'est la recherche d'expression régulière. On a vu tout à l'heure, il y avait à côté d'eux, on a aussi un truc qui est marrant, c'est peut-être pas dans celui-ci, mais à un moment il est écrit que il faut tracer une droite de tel point à tel point, il y a des mots-clés comme la SNCF, et donc il y a des espèces de... C'est pas forcément lié au réseau, ça peut être une géométrie qui va traverser le réseau existant. Donc il faut qu'on arrive à trouver dans les textes quels sont les éléments clés qui nous permettent de reconstruire ces géométries. Et donc c'est identifié dans la littérature comme étant un problème difficile. Il faut lire les toponymes, il y a des ambiguïtés sur les adresses, des erreurs d'écriture, etc. Et là, on entre dans le problème de la qualité des données, des problèmes de terminologie vague. C'est-à-dire que les gens qui ont écrit ces textes juridiques, ce n'est pas forcément les mêmes, suivant les communes qu'on considère. Donc ça veut dire qu'il y a des tournures, il faudrait adapter le système de lecture pour reconstruire les géométries. Vous voyez le type de problème. Et puis il y a aussi des problèmes de mauvaise indexation textuelle et spatiale, c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de résoudre. Donc par exemple, ici, si vous utilisez par exemple Python sous QGIS, vous avez des fonctions que vous pouvez exploiter de ces fameuses méthodes d'extraction de texte. Par exemple, si vous tapez find all, rue, place, avec une étoile, un point d'interrogation, ça va rechercher tous les morceaux de texte qui sont à côté, qui sont après le mot rue ou après le mot place, et qui sont en plus à côté du mot côté. Et du coup, vous le récupérez. Vous récupérez rue Férus, qui effectivement est côté pair, rue Puy de la Raille, etc. Donc vous voyez, on s'est aperçu que des fois il y avait des espaces, donc on a mis des étoiles, et là on gère l'incertitude en fait. C'est-à-dire que quelque part, on arrive à récupérer des informations, vous allez voir plus ou moins bien, en donnant des espèces de degrés de liberté dans la recherche, à travers cet automate en quelque sorte qui va rechercher l'ensemble des rues avec l'étoile qui est à côté. Donc voilà comment on peut essayer de gérer en quelque sorte la recherche d'informations lorsqu'elle est entachée d'erreurs. On a la possibilité en fait de le coder d'une certaine façon. Par exemple, dans la typologie des expressions régulières qu'on a déterminées, on utilise les types de lieux, rue, place, quai, etc. Des lieux nommés, gare SNCF, le Rhône. Donc vous voyez, il y a différents niveaux en fait, dans lesquels il faut aller chercher l'information. On a aussi des éléments de topologie, par exemple intersection.
Ça, c'est écrit noir sur blanc que c'est une intersection, donc ça doit nous aider à reconstruire la topologie. On a aussi des polarités spatiales. Si on connaît dans la topologie, avec l'évaluation des arêtes, on connaît l'orientation de l'arête, hop, on sait que c'est côté pair à droite ou à gauche, mais il y a plein d'erreurs aussi là. Et puis après, il y a autre terme sans emprise spatiale explicite dont je parlais tout à l'heure, une ligne imaginaire reliant deux intersections. Donc là, il faut qu'on crée une nouvelle géométrie. Voilà. Et puis il y a des problèmes d'expression côté pair. Côté pair, il y a des écritures différentes avec des espaces entre... Et on gère ça avec les étoiles ou les expressions régulières qui ont une certaine souplesse pour analyser et trouver l'information. Donc on a construit une base de données sous QGIS et sur Postgre, puisque l'orientation un peu essentielle en ce moment de la recherche aussi, je crois qu'elle suit aussi les approches au niveau des collectivités, c'est de travailler sur du libre. On continue en fait à former nos jeunes et à travailler sur ArcGIS pour des raisons de puissance, d'efficacité, aussi de réseau scientifique avec les collègues, mais on investit beaucoup dans tout ce qui est SIG libre. On développe notamment des applications qui peuvent être utilisées par les collectivités dans nos réseaux. Donc ici, par exemple, on a le corpus de texte juridique en bas, on a les données géographiques, et donc on a monté une petite application Python, un plugin, qui va pointer sur PostgreSQL, qui contient l'ensemble des informations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, on a cet algorithme qui est en cours de construction. Il n'est pas encore parfait. Vous allez voir les résultats, on va les discuter ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on crée une expression régulière, on parcourt le texte pour identifier toutes les occurrences des termes qu'on recherchait, le résultat qu'on a vu tout à l'heure sur les routes. Et puis ensuite, on va explorer dans la base de données des routes. On récupère les coordonnées correspondantes, on trace, et en lien avec les adresses aussi, si on a une information complémentaire avec la base de données adresse, on trace le bureau de vote. Et ensuite, on vérifie la validité du contour. Et là, on verra que ça se corse. Et ensuite, on doit faire des corrections. Donc voilà, par exemple, quelques problèmes qu'on a relevés sur la qualité dans la délimitation automatique des bureaux de vote. Voici, par exemple, la base de données Cartelec. Elle est parfaite topologiquement. Elle est généralisée, c'est-à-dire que la géométrie n'est pas, pour le coup, elle est, on va dire, assez imprécise, mais elle est exacte. Alors voilà ce que donne notre algorithme, vous voyez. Là, c'est un mauvais résultat, mais on en a eu quand même un certain nombre. Donc il y a des ruptures de continuité linéaire. Pourquoi? Parce que dans le texte juridique, il y avait une erreur qui était liée à l'absence. Il y a eu des raccourcis, si je puis dire, qui se sont traduits par des petits tronçons de route qui n'ont pas été comptabilisés à l'intérieur du texte. Il y a des fois aussi notre algorithme qui, à cause de l'écriture, n'a pas pu trouver le bon bout de route pour assurer la complétude du contour. Et puis on a des trucs plus rigolos, on a des erreurs dans les tracés en parallèle ici au sud du bureau de vote. On a des diverticules parce qu'en fait, dans les bases de données, souvent les impasses, quand on n'a pas le nom de l'impasse, eh ben, on a le nom de la rue, c'est aussi l'impasse. Du coup, c'est pas bon parce que alors, ça ne joue pas sur le vote, hein, puisque c'est du linéaire. C'est une sorte de diverticule qui dépasse. Mais néanmoins, c'est une erreur dans la topologie propre du bureau de vote. Donc vous voyez le genre de problème auquel on est confronté. On a aussi, donc, j'en ai parlé un petit peu, des problèmes de représentation numérique de la voirie. Des doublons. Effectivement, lorsqu'on a deux géométries parallèles qui correspondent à la même rue, eh ben, on risque de sortir la rue en parallèle. Alors laquelle on prend, c'est pas évident du tout d'aller chercher la bonne information. Et finalement, vous allez voir que l'erreur, elle est en fait un peu elle a plusieurs couleurs, entre guillemets. Donc on a un problème de consistance entre la géométrie et l'odonymie, c'est-à-dire le nom des routes en fait, qu'on détecte dans la base de données des routes. Ensuite, il y avait un autre problème qui est aussi important, je pense, pour vous, qui vient en plus de la précision, de la complétude et de l'exactitude, c'est la notion d'actualité ou d'actualisation ou de mise à jour défaillante. On s'est aperçu que Cartelec, en fait, n'était pas à jour par rapport à... Alors nous, on a les textes, enfin certains, hein, parce que sa boîte des données publiques, c'est hyper dur à avoir. Hein. Mais bon, on en a quand même quelques-uns. Donc, notamment, on a ceux d'Avignon. Et dans les textes, ils sont mis à jour, heureusement. Et du coup, on arrive, même si la géométrie n'est pas terrible à gauche, on arrive quand même à avoir quelque chose qui est, du point de vue de l'emprise, à peu près juste. Et à droite, vous voyez, il y a une erreur. Ils ont en fait pris le petit bout du quartier qui est à droite, parce que ce n'est pas à jour.
Alors du coup, on a élaboré un post-traitement géométrique qui se base sur le fait, qui est très géométrique pour le coup, qui en fait se base sur la topologie et bouche les trous lorsqu'on a la possibilité de le faire, vérifie lorsqu'on a des arcs pendants, les fameux diverticules, on les coupe, donc il y a des conditions liées à la contiguïté, la topologie, etc. Ça marche plus ou moins bien, mais on n'est pas encore satisfait. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je pourrais vous donner cet outil pour faire vos délimitations de bureaux de vote, parce qu'il y a encore des problèmes de qualité de données. Donc, quelles étaient les sources d'erreur sur cette application? Donc, premièrement, il y avait un caractère équivoque des indications dans les textes juridiques. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, la façon de l'écrire n'était pas toujours homogène, et après nous, comme on met au point une méthode un peu générale, eh bien, lorsque le texte est légèrement différent, elle s'adapte moins. Donc, il y a un problème d'adaptabilité de la méthode. Il y avait aussi carrément des erreurs d'écriture, des manques dans les dénominations des voies, des choses comme ça. Mais il y avait aussi des difficultés d'ordre géométrique. Une précision insuffisante, des géométries discontinues, etc. Et puis des incompatibilités de version, comme on a vu à l'instant. Alors, il y a un nombre impressionnant de bouquins. Il faut voir que la qualité des données, c'est un problème qui a été traité par les scientifiques, on va dire dans les années entre 1980 et 2010. Après, il y a un peu moins de travaux en ce moment sur la qualité des données. Je ne pense pas que tous les problèmes soient résolus, loin de là. Mais par contre, les gens sont plutôt allés avec les big data sur la fouille de données. Il y a moins de travaux. Ceci dit, vous avez quand même l'essence même, à mon avis, des problématiques et la façon dont les scientifiques ont appréhendé la question de la qualité se trouve dans ce genre de références, notamment Goodchild, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc là, j'ai repris certains éléments de la typologie de Goodchild. Et donc, j'ai pris des critères: exactitude, cohérence, précision, complétude, généralisation. Et on s'aperçoit que selon si on regarde la donnée Cartelec ou si on regarde la délimitation automatique que nous, on a générée, ben on a le pour et le contre. Par exemple, pour les exactitudes, la géométrie de Cartelec est juste. En revanche, en termes de précision, elle est généralisée. Nous, c'est précis parce que c'est lié à la route, mais par contre, elle est davantage entachée d'erreurs. Au niveau de la cohérence, la partition Cartelec est parfaitement cohérente. Nous, on a quelques superpositions à cause des doubles voies, par exemple, des doubles routes, des nominations de routes. On a des fois des superpositions, donc on n'a pas une partition spatiale parfaite. Pour la complétude, disons que Cartelec est relativement bon, mais il manque ces fameuses communes entre plus de 2 bureaux de vote jusqu'à 10 000 habitants, je crois. Et puis, dans notre cas, on peut essayer de l'obtenir complètement, mais ce n'est pas fait. Et en termes de généralisation, par contre, on pense que nous, on est meilleur. D'ailleurs, on travaille avec le Etalab quel laboratoire vous connaissez sûrement, Etalab, j'imagine, pour essayer de travailler là-dessus, essayer de généraliser. Il y a d'autres travaux qui existent sur les bureaux de vote, par exemple, récupérer tous les votants, les adresses des votants, et générer une enveloppe convexe de ces votants pour faire des sortes de bureaux de vote virtuels. Parce que quand on voit la lourdeur de la réalisation de la cartographie des bureaux de vote, vous imaginez qu'il y a peut-être plus simple à faire en faisant des enveloppes convexes. Mais on va voir, si on fait des enveloppes convexes, ça ne sera pas une partition, parce qu'entre les deux votants qui seront l'un côté de l'autre, il va y avoir un no man's land. Alors pour l'instant, personne n'y habite, mais le jour où quelqu'un y habite, ça veut dire qu'il faudra relancer la procédure. Donc il n'y a pas de solution extrêmement simple, on va dire, sur ce point. Vous me dites si je suis trop long. Alors après, j'ai essayé de réfléchir finalement quels étaient les différents statuts de la qualité des données. Alors, on aime ou on n'aime pas Donald Rumsfeld, vous savez, j'imagine qui c'est. Mais il a quand même écrit un truc intéressant que je vous lis. C'est: les informations sur lesquelles quelque chose ne s'est pas produit m'intéressent toujours parce que, comme nous le savons, il y a ce que nous savons que nous savons. Donc ça, c'est les choses connues. On maîtrise la qualité, en quelque sorte, de l'information. Il y a les choses inconnues, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème de qualité sur ces informations, et c'est déjà une information en soi. Et c'est là que les métadonnées peuvent justement intervenir. Mais il y a aussi les choses qu'on ne sait pas qu'elles posent problème, des qualités dont on ne soupçonne pas l'existence. Du coup, j'ai essayé de réfléchir, de regarder dans la littérature les différentes taxonomies qui existaient de l'incertitude liée à la qualité des données. J'ai donc transformé les dires de Rumsfeld en un premier niveau, un premier haut niveau, on va dire, sur le statut de la qualité de l'information, entre parenthèses géographiques, qui nous occupe aujourd'hui. Donc on a connu, à droite on a ignorance totale, donc complètement inconnu, et on ne sait pas qu'on est ignorant. Et puis après on a, là où on travaille tous, je pense, le milieu, connu comme inconnu,
Et donc, on essaie de gérer cette ignorance connue, si je puis dire. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est un peu l'idée. Et donc, quand on zoome sur l'ignorance connue, il y a des travaux intéressants de Smithson qui délimitent assez bien, en fait, le type de qualité d'information qu'on peut avoir. Les différents aspects, on va dire. Alors après, il en existe pas mal qui viennent contredire celle-là. Moi, j'aime bien celle-là, donc je vais vous la présenter. À gauche, on voit une partie intrinsèque à la donnée, qui crée donc des erreurs que j'ai illustrées tout à l'heure avec les exemples. Donc il a défini ce qu'il appelle la distorsion. Donc c'est une confusion. Par exemple, deux objets géographiques sont interchangés alors qu'ils ne devraient pas à cause d'un problème d'identifiant. On a aussi l'inexactitude, je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai rajouté ici l'imprécision, qui à mon avis est dans cette notion de distorsion. Et puis à côté, il y a l'incomplétude, qui pour lui est liée à la fois à l'absence d'information, que j'ai présenté tout à l'heure, et aussi à l'incertitude. Puisque pour lui, une forme d'incomplétude de l'information, c'est le fait qu'on ne sait pas justement, on a une incertitude possible sur ces données. Maintenant, allons voir à droite du graphique. Dans le contexte d'usage, on a aussi l'inadéquation. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on voit que le statut de la qualité de la donnée passe d'un statut, on va dire, froid lié à la donnée, à un statut d'usage. Et là, évidemment, c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas penser les données sans les usages, et réciproquement. Du coup, à droite, on a cette idée d'inadéquation, avec trois niveaux différents qui sont aussi discutables, mais qui sont intéressants. Le non-sens, le tabou, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ces données pour des raisons politiques, éthiques, et l'indécidabilité, c'est-à-dire que la qualité des données n'est pas suffisante pour pouvoir décider, dans un contexte d'usage particulier, de son usage, prendre des décisions avec ces données. Je continue à zoomer dans cet arbre sur le mot incertitude. Et là, il y a des travaux de Fischer, vous voyez, qui datent pareil, autour de 2000, hein, où il a défini, plutôt du côté géographique pour le coup, autour de la notion d'objet, des objets bien définis, qui sont traités plutôt par des probabilités, et ensuite des objets mal définis, qui sont des objets vagues. Par exemple, on sait que la limite de 2 parcelles, c'est à peu près là, mais on a une incertitude. Par exemple, il y a Alain Brimicon, un Anglais, qui a travaillé sur des nombres flous, et il donne des espèces un degré de liberté de la localisation. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et là, autour, il y a toute la théorie des ensembles flous qui permet de modéliser l'incertitude directement dans les données et aussi la visualiser. Et puis, il y a la notion d'ambiguïté. Et là, c'est plus sémantique. Donc, vous voyez, au fur et à mesure où on descend dans l'arbre, on s'approche de plus en plus vers une qualité des données qui est liée à l'usage et qui est liée en quelque sorte à la façon dont nous, on va les exploiter. Et c'est dans ce sens-là que ma présentation va continuer à intervenir. Voici par exemple une autre présentation, une autre typologie de Wang et Strong un peu plus âgée entre guillemets, sur la qualité intrinsèque, la qualité contextuelle. Je ne vais pas la détailler, mais il y a des choses qui sont discutables, mais ça couvre pas mal d'idées intéressantes sur la notion de qualité. Accès à la qualité aussi, je n'en ai pas parlé, c'est en fait la sécurité. Ça, c'est des choses qui, nous, chercheurs, nous concernent moins, mais je sais que vous, utilisateurs, avec les aspects politiques, de confidentialité, de propriété, c'est des choses extraordinairement compliquées. Voilà. Après, j'essaie de regarder les normes. Alors, c'est parfait qu'il y ait après une personne qui présente quelque chose sur les normes. Je l'ai fait juste parce qu'on a une norme, nous, qui est peu utilisée, que je vais vous présenter, qui est sur la Special Data Usability. Donc, du coup, je vais aller vite là-dessus. Je crois qu'on est maintenant, les 4 premières normes, les 3 premières normes, on est passé à la dernière qui fait foi pour l'ensemble, je crois. Hein. Donc, voilà, je vous laisse lire. Hein. Je ne vais pas détailler, du coup, puisqu'il y a une présentation plus là-dessus. L'idée, c'est que c'est quand même orienté vers les données. Je ne sais pas d'ailleurs si la généalogie continue à exister. Il me semble qu'ils avaient réfléchi à l'enlever, et ça y est plus. Ouais. Après, vous voyez, c'est quand même très lié à la donnée, et on n'est pas encore sur l'usage, pour le coup. À moins que peut-être il y a des choses qui m'échappent dans ces... Et alors, nous, on a quelque chose sur lequel on a travaillé dans l'équivalent du GDR Magis, mais au niveau européen, dans lequel je suis impliqué, et que si vous voulez participer, je peux vous donner aussi des contacts. C'est en gros le GDR Magis, il y a 80 labos au niveau européen qui s'intéressent à l'information géographique, les sciences de l'information géographique. Et eux, ils ont dégoté, je faisais partie du groupe de travail, une norme qui est la norme ISO 9241-11, qui est en fait issue des travaux de l'interface homme-machine. Et on voit que la qualité des données, elle est appréhendée davantage vers l'usage dans cette norme-là. C'est ça qui m'a intéressé, c'est pour ça que je vous la présente. Il y a 3 notions intéressantes. D'abord, la pertinence.
est-ce que finalement, lorsqu'on a un objectif donné, on va être bon et on va atteindre cet objectif? Donc ça, c'est l'adéquation, en quelque sorte, de la méthode, mais aussi des données, et la façon dont elles sont exploitées par la méthode pour atteindre le but. Après, on a l'efficacité. L'efficacité, c'est finalement, on va utiliser un ensemble de ressources pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'on a été économe ou pas? Je pense que cette notion d'efficacité, avec les big data, elle prend tout son sens en ce moment, notamment. Ensuite, il y a la satisfaction. Là, c'est le terme, c'est plutôt fitness to use, vous voyez, ou alors, je cherche le mot, moi ça me reviendra. C'est l'idée que finalement, l'outil que vous utilisez ou les données que vous utilisez sont en quelque sorte en adéquation et que dans votre façon de les exploiter, vous allez être satisfait de leur usage. Donc il y a un côté beaucoup plus subjectif, on va dire, lié à l'usage. C'est-à-dire que deux opérateurs, deux spécialistes, deux utilisateurs vont avoir peut-être une vision différente de la satisfaction, alors que la pertinence et l'efficacité pourront être considérées comme équivalentes. Je vais juste pointer quelques éléments sur quelques outils pour appréhender la qualité. Évidemment, il y a des indicateurs, je crois que certains en parleront après moi. Nous, on essaie de faire aussi des cartes duales. C'est dur avec les élus, je le conçois, parfois, parce que souvent, dans les décisions, on donne le résultat, mais on ne donne pas l'erreur qui entache cartographiquement. Ça signifie que la carte duale, elle a aussi une information qui doit être localisée. Par exemple, quand on récupère des bases de données, on a souvent une erreur qui est donnée sur les informations de localisation, qui est de tant de pourcents. Des fois, il y a des distributions d'erreurs, mais c'est global. La carte duale, ça voudrait dire que localement, on est capable d'estimer l'erreur. Donc c'est déjà un problème en soi. Ceci dit, on essaie de le faire au niveau recherche. Excusez-moi pour la faute d'orthographe, un résultat. Les métadonnées, évidemment, là, je pense que vous êtes tous beaucoup plus spécialistes que moi sur ces aspects-là. Et ensuite, il y a l'estimation de la propagation de l'erreur. C'est-à-dire qu'on essaie, et là, il y a des pans de travaux scientifiques énormes sur la façon dont, en fonction des modèles, par exemple, de ruissellement, si on a une erreur de mesure sur un débit, comment cette erreur se propage à l'intérieur du modèle. Et on voit des fois que l'erreur est tellement grande que la multiplication des erreurs à la fin, on a du mal à prévoir, en fait, ce qui peut se produire. Et donc, c'est difficile. Tous les modèles de prévision, on va dire, sont entachés de cette erreur. Donc ça, c'est un point important. Donc on peut essayer de réfléchir là-dessus, sur comment construire des métriques appropriées. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est dans les indicateurs, les aspects statistiques. Par exemple, ici, on a les intervalles de confiance. C'est un exemple linéaire exprès qui est assez... C'est la chute d'une bille. Mais malgré tout, il y a quand même des intervalles de confiance. Ce n'est pas totalement linéaire. Ça l'est en théorie, mais dans l'observation, ça ne l'est pas. On a aussi les notions de zone de conformité. Là, je pense que vous êtes beaucoup plus à même que moi de travailler sur ces données. On peut avoir deux approches par rapport à cette zone de conformité. On peut se dire, regardons les données, essayons de voir quelle est l'erreur qui les entache, et donc dessiner en quelque sorte cette courbe de qualité. Ou alors on peut se dire, voilà, je cherche à avoir une donnée qui a une telle qualité, et je veux faire rentrer par des protocoles d'analyse de qualité, de vérification, etc., dans cette zone de conformité, ou bien je m'autorise à aller dans la zone d'incertitude qui est légèrement à côté, mais qui est quand même supportable du point de vue de l'usage. Donc on voit que même dans des approches un peu quantitatives, on est amené à faire des choix. Et quand on fait notamment des analyses statistiques, on a le fameux alpha, le pourcentage d'erreur, 5%, 10%. Et donc on va se donner la possibilité de dégrader l'acceptabilité de la décision. Donc vous voyez, il y a toujours cette notion de qualité, et à côté, il y a la notion de quel risque je prends en donnant comme juste cette information ou pas. Et alors je vous ai mis un petit exemple sur les probabilités conditionnelles. Donc imaginons que voilà, j'ai passé 2 heures au bistrot. Et quelle est la probabilité que j'ai d'avoir une scène de ménage en revenant à la maison? Alors ça, c'est intéressant, les probabilités conditionnelles, parce que ça vous permet, si vous connaissez la qualité d'une information par ailleurs, vous pouvez ajuster et améliorer la qualité d'une autre. C'est pour ça que je vous donne cet exemple. Alors, si on prend le tableau en haut à gauche, on voit qu'on a la variable qui est la scène, pas scène. A, c'est bistrot, pas bistrot. On voit globalement que quand on croise scène et bistrot, on a une probabilité de 30% de se faire gronder. Pas bistrot, pas scène, 50%, évidemment, les deux, il s'est produit des croyances. L'épouse a dit « Ah non, mais t'es quand même allé au bistrot alors qu'on n'y est pas allé. » Enfin bref, vous voyez le genre de truc. Donc on a, entre ces deux variables A et B, une zone intermédiaire à gauche, là, qui est l'intersection entre A et B. Et si on calcule la probabilité conditionnelle d'avoir une scène en étant allé au bistrot, à ce moment-là, ça c'est le théorème de Bayes, eh bien ce qu'on va faire, on va récupérer 0,3 qui est l'intersection de A et de B, donc dans la formule à droite, PA
inter B. Donc c'est 0,3 et on divise par 0,3 plus 0,1, c'est-à-dire la probabilité liée au bistrot lui-même, hein, d'être allé au bistrot. Et on s'aperçoit que 30% divisé par 40%, ça fait 75%. Donc là, on a amélioré la qualité, en quelque sorte, ou la probabilité qu'on attache à ces informations de manière importante. Si on n'avait pas fait... Alors, on peut imaginer que si on connaît la qualité géographique, la qualité, par exemple, de localisation d'une information géographique, on puisse améliorer la qualité de proche en proche. Donc, il y a des possibilités méthodologiques. Ce dont je parlais tout à l'heure aussi dans le schéma, tout à l'heure de Fischer, où il a identifié les objets vagues, eh bien, on voit qu'on a des groupes, vous voyez, d'appartenance. 5 minutes okay. On a des fonctions d'appartenance. La partition qu'on essaie d'avoir avec les bureaux de vote, eh ben, il existe aussi des approches qui permettent qu'un objet appartienne à deux groupes. Et là, après, il y a la théorie de Zadé qui date aussi, et il y a tout un ensemble de métriques qu'on peut essayer de travailler au niveau de la qualité des données, qui rendent plus souple, en quelque sorte, la manipulation de cette erreur. Ici, on voit des variables au niveau de la température, on voit que ce n'est pas strict. Froid, ben c'est un peu froid ou plus froid, et puis etc. Il y a cool, etc. Par exemple, nous, on a travaillé sur les feux de forêt, et on a considéré que l'occurrence des feux de forêt et leur dangerosité, c'est-à-dire les dégâts qui ont été induits par les feux de forêt, il y avait une espèce de possibilité, enfin de possibilité au sens de flou qui existait. On a calculé le centre optimal de surveillance, là où il devait être pour surveiller ces feux de forêt, et on a donc une zone dans laquelle il est possible de localiser de manière un peu optimale. Ça nous donne une sorte de degré de liberté. Donc voilà comment on peut essayer de gérer l'incertitude liée aux données qu'on manipule et la rétro-propager, par exemple, dans des modèles. Ça, c'est les travaux avec un... Et puis je vais finir là-dessus avant la conclusion. L'ignorance, c'est le troisième cas de Rumsfeld, à droite. J'ai quand même en parler parce que je voudrais vous sensibiliser. J'ai un thésard qui travaille là-dessus, qui d'ailleurs a travaillé au CRIJ, qui est Romain Louvet, que certains connaissent peut-être. Voilà un exemple. Donc je suis sur le Mont Ventoux. C'est des données inventées par mes soins pour illustrer. Il y a de la vipère Orsini, il y a des papillons Apollon, mais c'est des échantillons factices. Donc admettons que j'ai 2000 individus. C'est réparti entre 1000 individus de vipères, 1000 individus de papillons Apollon. Et j'étudie en fait leur sensibilité à un pesticide. J'en ai 1750 cumulés qui ne sont pas malades, 250 malades, et parmi ces 250, j'ai 200 vipères malades, 50 papillons malades. Donc la probabilité d'être touché par ce pesticide par les vipères, elle est de 200 divisé par 1000, c'est-à-dire 20%. La probabilité d'être touché chez les papillons, elle est de 50 sur 1000, soit 5%. Quand je fais le rapport, le risque relatif d'être touché par le pesticide, j'obtiens 0,20 divisé par 0,05, un rapport de 4, ça veut dire que, en d'autres termes, les vipères ont 4 fois plus de chances d'être sensibles aux pesticides. Maintenant, ce que je vais faire, à gauche vous avez l'échantillon en question, je vais éclater cet échantillon en deux groupes. Et je vais les travailler par exemple avec deux groupes d'étudiants, là et là, et je fais des analyses. Et ce que je vais faire, je vais prendre par exemple dans le premier échantillon en haut à droite 500 individus, et donc la différence 1499 dont la somme fait bien 2000, et je vais recalculer les risques relatifs. Donc je vais prendre mes 193 vipères, je vais diviser par 417 qui est la somme des vipères au total. Je vais rapporter la même chose, les papillons malades par rapport à leur effectif total de 84. Je fais le rapport et je trouve 1. C'est-à-dire qu'avec cet échantillon-là, j'ai un risque relatif qui est équivalent. Je fais la même chose avec mes 1499 individus et je trouve un rapport de 1 aussi. Alors c'est incroyable parce qu'à gauche, j'avais un rapport de 4 et à droite, en séparant les deux échantillons, j'ai deux rapports de 1. Et si vous regardez de près, eh ben vous verrez que 232 plus 18, ça fait 250. Ça veut dire que mon échantillon est strictement le même. Que 269 plus 1481, ça fait bien 1750. Donc ça veut dire que le fait d'avoir séparé mes échantillons, les avoir réagrégés, et avoir non pas travaillé sur l'ensemble, mais avoir réagrégé la décision dans les deux échantillons, m'a donné des conclusions radicalement différentes. C'est un problème qui existe, par exemple, dans la mise en place des médicaments. Si vous avez, pour tester les médicaments, les cobayes, c'est pas fréquent. Donc on a des petits échantillons. Et puis du coup, on peut faire des essais sur plusieurs années. Les protocoles ont changé. Et donc on agrège les décisions. Et il y a des médicaments qui peuvent avoir, par exemple, des problèmes liés à ça. Donc ça, c'est connu. Ça s'appelle le paradoxe de Simpson. Ce paradoxe n'est pas résolu. Est-ce qu'il existe en géographie? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors là, je ne sais pas, j'ai mis 2000 parce que ça ne correspond pas du tout au niveau des régions actuelles françaises, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Il faudrait que je regarde les dernières versions. Mais le problème, de toute façon, est le même. Il y a ce problème au niveau des découpages administratifs.
Par exemple, si vous regardez en bas, vous avez un découpage administratif par maille, 100 km de carré, 10 km de côté, pardon. Et vous avez donc la variance de la population, ici c'est la densité de population, qui est à peu près constante, puisque l'effet des carrés c'est régulier. Par contre, la variance, au fur et à mesure où vous êtes de plus en plus petit dans votre échantillon, la variance va exploser. Pourquoi? Parce que la probabilité que vous avez des individus différents de vous, elle va augmenter. Plus vous avez d'individus dans votre échantillon, plus le fait de rajouter un individu différent fera que sa probabilité d'être différent de ceux qui sont déjà dans l'échantillon est faible. Et du coup, il y a un effet direct sur la variance. Après, on peut voir aussi que si on considère NOTS 1, NOTS 2, etc., on a des différences de moyenne et de variance qui sont notables aussi. Mais là, il faudrait creuser pour voir pourquoi. C'est lié à la forme, à la taille. Et quand on creuse, on s'aperçoit que quand on va sur le site de Eurostat, il y a une phrase extrêmement importante qui est celle-ci. Pour que les statistiques régionales soient comparables, il faut que les régions soient de taille comparable en termes de population. Donc là, il n'y a aucune erreur dans les données, c'est les mêmes. L'erreur, elle est uniquement liée au fait que vous allez agréger les informations de manière différente. Comment ça se concrétise du point de vue de la géographie, par exemple? Si on regarde à gauche, on a deux modèles, agriculture productiviste, agriculture bio, et on voit que si on les agrège ensemble, on a une droite qui pourra dire que plus la production augmente, plus le coût à l'hectare augmente. Mais si on zoome sur les deux échantillons, eh bien en fait, on va s'apercevoir qu'on a deux formes complètement différentes si on les désagrège. C'est pareil pour l'échantillonnage spatial, c'est-à-dire vos données sont ce qu'elles sont, elles sont entachées de leur erreur, mais la façon dont vous allez par exemple distribuer des subventions, je ne sais pas, en Amazonie, si vous avez un indice de biodiversité, si vous allez considérer une grande forêt amazonienne ou une petite forêt amazonienne rélictuelle, la variance de la probabilité, on va dire, d'avoir des variances élevées à l'intérieur de la petite forêt amazonienne sera plus grande, et du coup il n'y a pas de comparabilité des indices. Donc là c'est the unknown unknown. Parce qu'en fait, ce truc-là, il entache le nombre d'articles, même scientifiques, qui sont entachés de ce genre d'erreur, les gens ne se rendent pas compte que ça existe. Donc après, il y a des travaux qui existent, je ne vais pas non plus finir sur une note négative, mais ce problème n'est pas résolu. Moi, j'ai un thésard dessus. On est plusieurs équipes, on va dire, dans le monde à travailler dessus. Il y a un gars qui est King, qui a écrit un bouquin intéressant, mais il s'est fait ramasser, entre guillemets. Donc voilà, il existe sous différentes formes. Problème écologique d'inférence, peut-être vous en avez entendu parler. Ça, c'est plutôt côté environnement. Ce qui est marrant, c'est que toutes les disciplines l'ont découvert à leur façon. En géographie, donc en géomatique, c'est plutôt pour nous, c'est ça, c'est le MOP. Et après, il y a le COSP, c'est le Change of Support Problem, parce que ce problème, il est aussi valable lorsque vous allez superposer des couches et que vous allez, par exemple, désagréger du bâti à... vous prenez des données iris, puis vous allez les désagréger sur des données plus précises, qui ne sont pas forcément agrégeables et qui sont entrecoupées. Vous allez faire des hypothèses de propagation en considérant des hypothèses d'homogénéité, des choses comme ça. Donc pour finir là-dessus, puis après j'arrive à la conclure, c'est que voilà, nous on a fait un travail un peu, on va dire, synthétique là-dessus, et on a identifié parmi l'ensemble des disciplines comment ce problème se posait. Bon, il y a des solutions, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, il y a des papiers que je pourrais vous envoyer si ça vous intéresse, mais il faut voir que ça existe non seulement sur l'agrégation des données, quand vous allez prendre vos communes, vos données aux communes et vous les agrégez aux cantons, etc., mais aussi en désagrégation. C'est-à-dire que si vous faites, vous voulez estimer par bâti le nombre de personnes d'une certaine couche de population, et vous avez des données à l'iris, ben vous allez faire des hypothèses. Donc ce problème, il touche toute la façon dont on considère les données. Alors pour conclure, je dirais qu'il y a trois manières d'appréhender la qualité. Il y a la qualité liée aux données intrinsèques, qui est en bas à gauche. Donc là, on retrouve exactitude, complétude, etc. Il y a aussi la qualité liée aux méthodes. Et là, c'est plutôt la notion de robustesse-résistance. Est-ce que la méthode utilisée va être indépendante des données? Est-ce que donc il y a bonne adéquation entre les deux et je peux utiliser cette méthode avec ces données et voir avec d'autres qui auraient des caractéristiques compatibles avec ce processus de traitement. Et puis après, il y a l'utilisateur quand même. L'utilisateur, il a des compétences, des points de vue, une expertise. Et quelque part, c'est difficile de l'extraire de la qualité. Donc je pense que tout le travail consiste à essayer de faire fonctionner ces mots-clés dans le triangle et savoir où on se positionne aussi. Est-ce qu'on est plutôt vers la qualité de la donnée, plutôt vers la qualité de l'usage, plutôt vers la robustesse de la méthode? Moi, par exemple, ma spécialité, c'est plutôt la robustesse. Je suis moins sur la qualité et moins sur les utilisateurs. Donc quelques propositions, je dirais ne pas ignorer les problèmes de qualité, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que tout le monde est d'accord. Ne pas hésiter à montrer l'incertitude. Je sais, c'est dur de montrer dans certains cas que la carte d'incertitude, elle est tellement forte qu'elle peut gêner certaines décisions à une certaine granularité, par exemple. Mais je pense qu'il faut le faire.
pour finalement relativiser des décisions qu'on prendrait suite à une carte qu'on donnerait à des élus ou dans une réunion décisionnelle. Adapter les métadonnées en conséquence, bon, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Employer les normes, informer les utilisateurs, étudier l'adéquation des données à l'usage, bon, aussi essayer de voir comment on peut définir des métriques de calcul, de combinaison des critères, essayer d'anticiper la propagation de l'erreur dont je parlais tout à l'heure, tenter de maîtriser les effets de l'agrégation, par exemple en prenant toujours des échantillons de taille équivalente, mais ça c'est difficile quand on a des découpages territoriaux qui nous sont imposés, c'est clair, donc c'est pas évident. Échantillonner dans les données massives, ça c'est important, c'est le chantier qui arrive face à nous. On ne sait toujours pas gérer le problème d'agrégation écologique, the unknown unknown. C'est pas évident de savoir la qualité de la donnée. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans le cas des données massives, de le faire voilà. Donc nous, c'est des questions qu'on se pose. Pour finir, je voudrais présenter juste les groupes de Magis. Voilà. On est donc un groupe de 53 laboratoires, ou 52, je ne sais plus, avec donc plus de 300 chercheurs, et on réfléchit à tous ces aspects-là. Donc si vous avez envie de venir collaborer avec nous, on est tout à fait demandeurs de problématiques appliquées, mais parce qu'à partir de problématiques appliquées, en fait, on génère des questions fondamentales. Il y en a plein de questions fondamentales qui nous intéresseront, avec qui on pourrait travailler avec vous avec beaucoup de plaisir et je pense de retomber à différents niveaux. On a notamment un groupe qui s'appelle Incertitude épistémique des données au modèle en géomatique, qui là est parfaitement dans le topic de ce qu'on traite aujourd'hui. Je vous remercie, excusez-moi. Merci. Merci Didier. Donc vous avez vu, la qualité, c'est pas juste un mot qu'on vient d'inventer, c'est comme quelque chose de très complet. Peut-être que parmi vous, vous apprenez un peu comme moi des choses aussi sur tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de qualité. Ça ne touche pas uniquement les données géographiques comme on l'entend dans les SIG, comme on a l'habitude de se voir dans des réunions sur d'autres thématiques. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet. Merci Didier.